Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin pour cette 9e et dernière leçon de mon cycle de cours sur les liens entre l'environnement et la santé humaine dans l'Anthropocène, au cours duquel nous allons aborder la question très vaste et complexe des liens entre changement climatique et santé, question qui est complexe à de nombreux titres par les échelles à la fois spatiales, temporelles qu'elle implique et la diversité des facteurs de notre environnement et de nos sociétés qui sont aussi concernés par ces évolutions et qui peuvent entraîner des impacts sur notre santé. Beaucoup de questions que nous avons abordées jusque-là et problèmes de santé environnementale sont des questions qui ont surgi de façon ponctuelle en un point du globe. Cette question du changement climatique est, comme certaines autres que nous avons déjà abordées, notamment celle des polluants organiques persistants, d'abord apparue comme un enjeu de santé environnementale au sens de santé de l'environnement, et non pas dans l'acception que j'utilise de questions de santé humaine induites ou médiées par l'environnement. Contrairement, donc, comme je l'évoquais, à des questions de santé environnementale qui sont apparues ponctuellement en un petit nombre de lieux qui ont pu être touchés par du smog, une contamination chimique spécifique, un cluster de cancer. Cette question du changement climatique, dans la période récente au moins, est d'emblée apparue au travers des travaux des climatologues comme globale et concernant l'ensemble de la planète, tous les compartiments de l'environnement, bien que de façon variable. Alors, je vous avais présenté l'Anthropocène sous l'angle des familles de polluants qui ont été inventés ou utilisés et dont les niveaux ont cru et parfois baissé depuis le XIXe siècle, comme les particules, certains composés organochlorés, différentes familles de pesticides, de plastifiants ou de matières plastiques. Et parmi tous ces contaminants, il y en a un qui occupe une position particulière, d'autre part parce qu'il n'a pas d'effet direct en tant que tel sur la santé, et d'autre part parce que ces niveaux sont en quelque sorte le reflet de nombreuses activités de la société, et en particulier de celles qui entraînent la libération des autres polluants. Ce contaminant, c'est le dioxyde de carbone, dont les émissions ont très fortement cru depuis 2 siècles, témoignage de la combustion des énergies fossiles, et témoin du fait que la révolution industrielle est avant tout une révolution de l'énergie. Donc vous avez ici l'évolution de la consommation de l'énergie depuis les années 1900, multiplication probablement par 11 environ, et une vitesse de croissance qui est plus importante que celle de la taille de la population humaine, qui a cru fortement, mais pas aussi rapidement. Vous voyez que depuis les débuts de la révolution industrielle, on a fait appel à diverses sources d'énergie qui se sont superposées les unes aux autres sans que forcément on abandonne définitivement la source d'énergie précédente. Par exemple, l'adoption du pétrole, à partir essentiellement du XXe siècle, dans des proportions importantes, s'est faite sans que l'usage du charbon ne diminue. Alors, quand on s'intéresse au changement climatique, et on part effectivement de cette question des émissions de gaz à effet de serre, dont le CO2 est un des représentants, avec le méthane et le protoxyde d'azote notamment. La principale question abordée est en général celle des effets du climat sur notre environnement et les différents compartiments de notre environnement. Comme on le sait maintenant, ces impacts environnementaux peuvent aussi avoir des impacts sur notre santé, ce qui va
soit du fait de ses impacts sur la santé, soit soit directement les effets environnementaux, entraîner une réaction de nos sociétés, des réactions de nos sociétés, réactions qui peuvent aller dans le sens d'une modification des émissions de gaz à effet de serre. C'est la question de la décarbonisation de la société, de la lutte contre les émissions, soit de mesures d'adaptation et de mesures visant à limiter les impacts environnementaux et sanitaires. Et c'est principalement autour de ces questions concernant la santé que je vais m'attarder aujourd'hui. Alors ça, c'est le même cycle un petit peu simplifié ou présenté légèrement différemment. Alors, je vais commencer rapidement, parce qu'on ne peut pas faire l'impasse, bien sûr, sur ces éléments essentiels, par rappeler de manière vraiment très brève le changement climatique en tant que phénomène environnemental. Donc, le point de départ que j'évoquais, c'est les émissions de certains gaz à effet de serre. Le dioxyde d'azote, ici, donc vous avez les niveaux environnementaux qui ont cru environ de 50% depuis la période pré-industrielle, 1800, et dont les niveaux variaient relativement peu avant cela. Donc on est actuellement à peut-être environ, aujourd'hui, de l'ordre de 412 parties par million dans l'atmosphère. Les autres gaz à effet de serre principaux ont cru avec des tendances tout à fait parallèles. Ici, c'est le méthane. Vous voyez une multiplication environ par 3 des niveaux dans cette même période, essentiellement un accroissement au cours des 2-3 derniers siècles. Et le protoxyde d'azote, N2O, avec la même tendance. Ces gaz, et ça a été démontré, enfin les variations de ces niveaux sont dues aux activités humaines. Et l'IPCC, le comité international qui synthétise les connaissances concernant le changement climatique, nous a indiqué il y a de nombreuses années déjà que cette implication des activités humaines dans les accroissements des niveaux de gaz à effet de serre ne fait pas de doute. Ces niveaux de dioxyde de carbone dans l'atmosphère sont uniques dans l'histoire récente et n'ont probablement jamais atteint ces niveaux au cours des 2 derniers millions d'années. Alors venons-en aux impacts environnementaux de cet accroissement des gaz à effet de serre. Ils altèrent le climat et donc ont un impact sur notre atmosphère, la réchauffant, ça c'est la tendance moyenne, modifiant la distribution des températures dans le temps et dans l'espace, modifiant la fréquence des précipitations, modifiant la fréquence et augmentant la fréquence des événements climatiques extrêmes. Bien sûr, cette température dans l'atmosphère et dans les couches basses de l'atmosphère, la troposphère, ont un impact sur la température que nous ressentons au niveau de la surface terrestre. Les impacts concernent aussi la cryosphère, dont je parlerai très peu, qui, avec une diminution de la masse de glace, que ce soit dans l'Arctique et dans l'océan Antarctique, que ce soit avec une diminution de la surface des glaciers, notamment dans les montagnes européennes et ailleurs dans le globe. L'impact concerne aussi nos océans, qui sont un puits à CO2. Le CO2 absorbé dans l'océan a tendance à les acidifier. Donc on observe cette diminution du pH de l'océan avec les niveaux observés en noir et puis les prévisions dans la partie colorée. Ils se réchauffent aussi simultanément et leurs niveaux augmentent et ont commencé à augmenter. Vous avez ici, pour aller dans le détail des éléments concernant la température, une reconstruction des températures passées. Vous voyez que si on a pu avoir des températures relativement élevées, enfin, de l'ordre de peut-être 0,5 degrés supérieur au niveau observé dans la période pré-industrielle
il y a quelques millénaires, au tout début de la révolution agricole. La tendance actuelle à l'accroissement des températures est absolument unique depuis cette période ici d'environ 12 000 ans qui est couverte par ce graphique. Et les températures que nous atteignons et avons atteint au cours de la dernière décennie sont uniques dans une période d'au moins 125 000 ans dans le passé. Cet accroissement depuis la période pré-industrielle, il est en moyenne d'ores et déjà de l'ordre de 1 degré, mais dans la mesure où le réchauffement est plus rapide au niveau de la Terre qu'au niveau des océans, si on observe les températures terrestres, et ça ce sont celles qui concernent l'Europe, elles ont d'ores et déjà augmenté d'environ 2 degrés par rapport à la période pré-industrielle. Et puis, bien sûr, c'est un petit peu moins au niveau des océans, ce qui fait que la moyenne nous ramène à 1 degré. Ici, je vous présente les données françaises qui suivent bien sûr la même tendance, avec des éléments qui suggèrent que l'accroissement dans la période la plus récente est plus important qu'il n'a été dans la période, disons, en moyenne sur la période 1950-2020. Vous voyez, ça c'est la pente sur les 30 dernières années ou les 50 dernières années, avec une température moyenne qui se rapproche d'environ 12 degrés sur notre territoire en moyenne annuelle. La fréquence des précipitations a varié, elle aussi, au cours sur la surface de la planète. Ce qui est observé, c'est dans beaucoup de zones une augmentation de ces précipitations. Ici, vous avez donc une carte du monde. L'Europe de l'Ouest est ici. Pour certaines zones, on n'a pas de données précises. C'est le gris. Et pour d'autres zones, la tendance n'est pas facile à identifier clairement. Mais on a, en tout cas pour certaines zones, une augmentation des précipitations qui est d'ores et déjà observée. Pour ce qui est de l'augmentation du niveau des mers, voici ce qui est observé avec quelques dizaines de centimètres d'augmentation d'ores et déjà, et des prédictions qui varient, mais qui, selon les scénarios d'émission, peuvent atteindre de l'ordre du mètre d'ici environ un siècle. Ce qui fait que de nombreuses villes très peuplées placées au bord, sur les côtes, sont menacées et auront à faire face à cette augmentation du niveau des mers. Sur ce graphique sont rappelés un certain nombre de données sur l'augmentation de la fréquence attendue des événements climatiques extrêmes ou pas forcément extrêmes d'ailleurs dans certains cas, puisqu'il y a aussi la couverture neigeuse, en fonction des scénarios d'augmentation de la température. Et donc, vous avez ici notamment des éléments concernant l'augmentation de la fréquence des sécheresses, la fréquence des événements avec des précipitations importantes, la diminution du manteau neigeux dans la période hivernale et l'augmentation de la fréquence des cyclones tropicaux notamment, en plus de l'augmentation des vagues caniculaires. Ces impacts sur l'environnement ont un impact sur les espèces vivantes, sur les différents écosystèmes terrestres et aquatiques. Ils ont aussi un impact en augmentant la fréquence des feux de forêt, des incendies, et ces modifications des écosystèmes concernent à la fois le nombre d'espèces qui a tendance à diminuer et leur cycle de vie qui se décale au cours des saisons. Le résumé le plus récent fourni par l'IPCC est donné ici en termes d'impact sur les différents écosystèmes terrestres et aquatiques. Et vous voyez qu'il concerne tous ces écosystèmes, enfin en tout cas une grande majorité d'entre eux, dans la plupart des régions du monde. Pour ce qui concerne les feux de forêt, vous avez ici l'évolution de la fréquence des feux de forêt. La partie blanche, ça correspond
à la période 1960-1990, et l'incrément en bleu correspond à ce qui est prédit pour la période 2070-2100 par rapport à la période actuelle, enfin le référentiel de 1990. Ce changement climatique, par rapport à d'autres dangers pour la santé, a un certain nombre de spécificités. D'abord parce qu'il nous projette face à des questions qui sont vraiment de long terme, et c'est lié à l'inertie du cycle du carbone dans l'atmosphère. La durée de vie de ce carbone dans l'atmosphère est beaucoup plus longue que celle de nombreux autres polluants qui vont sédimenter, qui vont disparaître plus rapidement si on cesse de les émettre. Les molécules de CO2 ont une demi-vie de plusieurs dizaines d'années, ce qui fait que toute émission aujourd'hui va pouvoir avoir des impacts sur le long terme. Donc, en contrepartie, beaucoup de nos actions, en tout cas qui concernent les émissions, vont avoir assez peu d'effets visibles sur le court terme, ce qui peut ne pas être une forte motivation à l'action. Du fait de ce transfert du CO2 à l'échelle de la planète et du brassage climatique, ce phénomène concerne l'ensemble de la planète et constitue réellement un problème systémique d'une ampleur beaucoup plus importante que les autres contaminants environnementaux, tels que même les polluants atmosphériques ou les métaux ou les perturbateurs endocriniens qu'on a évoqués dans ce cours jusque-là. Les sources de gaz à effet de serre sont multiples et touchent l'ensemble des grands secteurs économiques et des grands secteurs d'activité de la société. Les voies par lesquelles il peut y avoir un effet sur l'environnement et sur la santé sont elles aussi extrêmement variées. Alors j'en viens à ces impacts sur la santé, en commençant par la modalité d'action qui est la plus évidente, qui est celle des modifications des températures. Alors, le changement des températures va pouvoir avoir un impact sur la santé. C'est quelque chose qui n'est pas simple et pas direct à estimer, et pour arriver à cette estimation, il faut d'abord rappeler, bien décrire les liens entre température et santé. Ces liens, sur le court terme, ils sont bien caractérisés et ils correspondent à cette relation en U qui nous indique que la mortalité a tendance à croître, à la fois quand les températures sont au-delà d'un optimum qui ici, pour ces données qui concernent l'Europe, est de l'ordre de 18 à 20 degrés, et à la fois quand les températures sont bien en dessous de cet optimum, avec cette pente qui est un petit peu plus faible dans la gamme des températures froides que dans la gamme des températures chaudes. Et vous voyez avec des augmentations du risque de mortalité quotidien qui croît de l'ordre de 20% quand la température atteint le 99e percentile, c'est-à-dire le 1% de jours les plus chauds, et quand les températures froides sont de l'ordre du 5e percentile, c'est-à-dire quand on est dans les 5% de jours les plus froids. Ces travaux et ces résultats sont issus des séries temporelles qui mettent en relation à très court terme la température et la mortalité. On peut se poser de différentes questions qui sont notamment comment est-ce que cette relation entre température et mortalité à court terme varie dans l'espace, comment est-ce qu'elle varie à travers les pathologies ou les causes de décès, et comment est-ce qu'elle varie dans le temps. Et la question de la variation dans le temps, c'est celle de l'adaptation de nos sociétés, de notre espèce, mais enfin, ça passe par les sociétés, à ces températures extrêmes, qu'elles soient froides ou chaudes. Donc, cette relation dose-réponse, elle est issue, comme je viens de l'indiquer, des études de séries temporelles dont le principe consiste à suivre jour après jour le nombre de décès pour différentes causes dans une ville, dans un pays,
et de mettre en relation cette mortalité avec les températures le jour même ou les jours passés. Et en l'occurrence, l'approche utilisée consiste à lisser la température sur une période pouvant aller jusqu'à 3 semaines pour ce qui est de l'effet des températures froides. Il y a un certain effet de mémoire, alors que l'effet des températures chaudes se manifeste plutôt sur le plus court terme. Tout ceci est fait en tenant compte des tendances à long terme sur la mortalité pour corriger d'effets saisonniers qui peuvent être notamment dus à des épidémies, et en ajustant potentiellement aussi sur des caractéristiques locales des populations quand on fait ce travail à l'échelle de nombreuses villes. Alors un exemple justement d'une généralisation et d'une comparaison de ces liens entre température et mortalité à travers différentes grandes villes de la planète, c'est cette étude réalisée par Antonio Gasparini à l'Imperial College de Londres avec de nombreux collègues qui nous montrent les relations dose-réponse, ici en bleu et rouge, pour ces grandes villes. Donc, par exemple, ici, Toronto, où vous voyez qu'il n'y a pas d'effet net du froid, probablement parce que en fait, la ville s'est adaptée aux situations froides et qu'on peut passer l'hiver je ne vais pas dire en évitant d'être dehors, mais enfin en étant très peu exposé réellement au froid. Et puis, quand même, une certaine sensibilité aux températures élevées. Ici, on est dans une ville qui va plus ressembler à ce qu'on observe à Paris, c'est Rome, avec à la fois un effet du froid et un effet des températures élevées, entre guillemets, avec cette optimale de température qui est, comme c'était déjà le cas tout à l'heure, autour de 20 degrés, un petit peu plus dans le cas de Rome. Donc, vous voyez, avec certaines variations, notamment pour la partie correspondant à l'effet du froid, on a cette sensibilité aux températures élevées sur les grandes villes de la planète. Bien sûr, ce genre d'étude est un petit peu limité par la disponibilité des données de mortalité, ce qui fait que les pays du Sud sont assez mal représentés, malheureusement. Si on essaye d'être un tout petit peu schématique en prenant 2 exemples contrastés, on va avoir beaucoup de villes qui vont ressembler notamment à Londres avec vraiment cette relation en U qui est typique, avec la pente très forte aux températures au-delà de 20 degrés et une pente un peu moins élevée pour les températures froides, mais une croissance quand même nette de la mortalité quand il fait beaucoup plus froid. Et puis certaines villes de pays plutôt froids et du Nord, qui sont des pays riches, où l'effet des températures froides est très peu marqué. Donc ici, avec l'exemple de Stockholm, cette différence entre les 2 villes est bien sûr pas due à des différences génétiques hypothétiques ou très limitées entre la Suède et l'Angleterre, mais à des villes et à des modes de vie qui diffèrent entre ces 2 zones. Donc c'est tentant d'essayer de généraliser de manière vraiment un petit peu schématique, et ça ne tiendrait sûrement pas à un examen sur l'ensemble de la planète, en posant l'hypothèse que dans les villes froides, on va peut-être avoir une relation et une sensibilité au chaud un petit peu plus important, ou en tout cas qui commence plus rapidement que dans les villes qui ont tendance à être chaudes. Villes chaudes où la sensibilité au froid serait un petit peu plus importante que dans ces villes où le froid est plus fréquent. Donc une hypothèse qui passe par l'idée qu'en fait on est bien sûr moins sensible à ce qui est fréquent dans notre ville, à quoi on a fini par s'adapter. Et un optimum de température du point de vue de la mortalité qui correspond à ce que j'évoquais tout à l'heure comme étant pour l'Europe de l'ordre d'environ 20 degrés et qui correspond au 80e ou 90e percentile de la température. Ça, c'est la mortalité toute cause globale qui est indiquée. On peut se demander s'il y a des variations en fonction des causes de mortalité sous-jacentes. C'est un travail qu'on vient de réaliser dans mon équipe avec
Fanny Lehmann, qui a travaillé avec nous quelques années, et qui s'est appuyée sur les données du CEPI-DC, le registre des causes de décès français, qui est tenu à l'INSERM et qui, depuis 1968, nous permet de remonter sur l'ensemble des décès qui ont eu lieu dans notre pays. Et en mettant en relation ces décès avec la température dans la région du décès, on a pu donc tracer cette courbe globale pour l'ensemble des causes de décès qui est tout à fait similaire à ce que je vous montrais tout à l'heure pour l'Europe, avec toujours cette optimale autour de 20 degrés, et répéter l'exercice en séparant les décès en fonction de la cause principale identifiée par le médecin qui constate le décès. Vous voyez qu'on a une relation qui est globalement similaire pour les maladies respiratoires, pour les maladies infectieuses et parasitaires, qui peuvent être ces infections, ces parasites plus fréquents dans la période froide, que c'est aussi tout à fait similaire pour toutes les maladies cardiovasculaires, circulatoires, et y compris les accidents cérébrovasculaires, mais qu'on a toujours aussi d'ailleurs cette relation pour les décès identifiés comme étant dus à des cancers. La seule, quand on regarde les accidents, on a un certain aplatissement de la relation dose-réponse dans la partie froide. C'est pas facile d'interpréter cette courbe, mais enfin, tout ça est probablement influencé par le fait que certaines activités en extérieur ou propices à des accidents et certaines activités sportives sont bien sûr plus ou moins pratiquées, à la fois quand il veut faire plutôt chaud l'été ou plutôt très froid en hiver, dans le cas des sports d'hiver. Il y a une cause de décès parmi les grandes causes de décès pour laquelle on n'a pas cette relation dose-réponse en nu, c'est le suicide, la mortalité par suicide, pour laquelle on observe une relation qui est complètement monotone, comme vous le voyez, sans accroissement du risque aux températures froides. Quand on regarde dans le détail cette relation entre température et mortalité par suicide, on constate ici, c'est la même courbe, mais tracée en indiquant les effets de la température dans les quelques jours qui précèdent le décès. Vous voyez que la relation est très nette entre la température le jour du suicide et enfin le jour du décès et voilà, entre la température et avec la température le jour du décès, et que si l'association est beaucoup moins nette avec la température la veille ou 2 jours avant le suicide. Donc une relation à très court terme entre température et mortalité par suicide, pour laquelle on n'a pas d'explication claire, mais simplement des hypothèses. D'un point de vue biologique, ça pourrait passer par une altération de certaines hormones, dont la sérotonine, dont on sait que les niveaux ont tendance à baisser, en tout cas ça a été indiqué dans certaines études, aux températures élevées, niveau faible de sérotonine qui pourrait être associé à des comportements violents et à un passage à l'acte et donc à un suicide. On peut tout à fait envisager des hypothèses non exclusives qui passent plus par des mécanismes sociétaux avec dans les cas de grande chaleur, une limitation des interactions sociales, une plus grande solitude des individus qui peuvent aussi les pousser à passer à l'acte. D'une manière générale, il y a toute une problématique des liens entre changement climatique et santé mentale, au-delà de cette relation à court terme entre température et suicide, liés à l'anxiété, au stress qui peuvent être induits par les différentes évolutions liées au sein de notre société, au sein de notre environnement, par ce changement climatique, comme ça a été suggéré dans ce travail qui résume l'ensemble des mécanismes par lesquels ça pourrait passer. Pour revenir à la comparaison des différentes causes de décès, on a essayé dans ce travail de classer les causes de décès en fonction de leur sensibilité à la température. Alors comme les relations dose-réponse sont parfois un petit peu décalées, là ce qu'on donne c'est le risque relatif de mortalité lié à une augmentation de 1 degré de la température. En rouge c'est pour les températures élevées.
En bleu, c'est une diminution de 1 degré vers les températures froides. Et donc, si on regarde la partie rouge, c'est comme ça que sont classées ici toutes les causes de décès, en commençant par celle pour laquelle la pente ou l'effet d'une augmentation de 1 degré est le plus important. Vous voyez des maladies endocriniennes et métaboliques, vous voyez les problèmes, les troubles du système génital et urinaire, des troubles mentaux, des troubles du système nerveux, le diabète, la pneumonie, le suicide. Ce qui fait que dans l'ensemble, on a un certain nombre de pathologies qui sont liées à notre système nerveux parmi ces pathologies et ces causes de décès les plus sensibles aux températures. Pathologies soit liées à notre système nerveux, soit à notre système endocrinien. Ce qui, d'un certain point de vue, n'est pas complètement étonnant dans la mesure où il s'agit de systèmes en charge de nos interactions avec l'environnement et sensibles à la fois à cet environnement et à ce qui se passe dans notre organisme. Alors, une fois qu'on a décrit les liens entre température à court terme et santé, on n'a pas complètement répondu à la question de l'impact du changement climatique. Je vais aborder cette question en donnant d'abord quelques éléments sur le changement climatique tel qu'il est observé aujourd'hui. Pour évaluer cet impact et passer des dangers de la température à l'impact du changement climatique, au nombre de décès éventuellement attribuables à ce changement climatique du fait de variations de température, il faut bien sûr prendre en compte le fait que ce changement climatique entraîne une modification pas seulement de la valeur moyenne, mais de l'ensemble de la distribution des températures, avec bien sûr cette augmentation de la valeur moyenne, mais potentiellement d'ailleurs une modification de la distribution. La modification de la distribution va faire que le nombre de jours très chauds va augmenter, mais que le nombre de jours froids, pour lesquels on constate aussi une mortalité accrue, va, lui, diminuer. Donc il est nécessaire de prendre ces deux événements qui vont avoir des impacts en sens opposé sur la mortalité dans la plupart des pays du monde pour faire ce bilan. Il a été fait, là encore, par notamment les collègues de l'Imperial College, qui indiquent que le changement climatique, c'est-à-dire les températures actuellement observées par rapport à la situation antérieure à la révolution industrielle, explique de l'ordre de 2 à 3% dans ces quelques pays du monde qui ont été étudiés ici, et notamment d'Europe, 2 à 3% de la mortalité attribuable à la chaleur. Ça veut dire que voilà, l'essentiel des décès attribuables et attribués à la chaleur aujourd'hui serait survenu, même si le climat n'avait pas varié, sauf cette part de 2 à 3%. Ça, c'est pour la situation actuelle. Qu'est-ce qu'il en est si on se projette dans le futur ? Alors, c'est un travail qui a été réalisé cette fois-ci par l'équipe de Joan Ballester à Yes Global à Barcelone. Là, on s'arrête à la situation actuelle. Vous avez la mortalité due à la température. En rouge, c'est la mortalité en Europe due aux températures chaudes. En bleu, c'est la mortalité qui est due au froid modéré. En bleu foncé, c'est la mortalité qui est due au froid très important. Pour prédire ce qui pourrait se passer dans le futur, les chercheurs se sont appuyés sur les modèles climatiques produits par les climatologues qui fournissent des niveaux possibles de température sous différents scénarios d'émissions. Si on prend le scénario d'émissions extrême et pessimiste, selon lequel les États ne font rien pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, le RCP 8.5. Selon ce scénario, l'augmentation des émissions va entraîner une augmentation non maîtrisée, enfin une poursuite de l'augmentation des températures, avec une augmentation de la mortalité due aux chaleurs extrêmes et aux vagues de canicule, une diminution de la mortalité due au froid, mais qui ne compense pas l'augmentation de la mortalité
dues aux chaleurs extrêmes, ce qui fait que globalement, et c'est la courbe noire qui fait le bilan de l'ensemble des tendances, la mortalité liée aux températures va augmenter en Europe sous cette hypothèse du scénario d'émission RCP 8.5 à l'horizon environ de la fin du siècle. Alors, c'est un modèle qui fait de nombreuses hypothèses. Comme tous les modèles, il faut le prendre avec ces hypothèses. Ces hypothèses sont d'une part que ces relations dose-réponse entre température et mortalité que j'évoquais, que je montrais tout à l'heure, celles-là restent valables au cours du temps, et notamment qu'il n'y a pas d'adaptation du coup de nos sociétés aux températures extrêmes. Si jamais on se place maintenant sous l'hypothèse d'une réaction forte des États pour limiter les émissions de gaz à effet de serre et essayer de limiter l'accroissement des températures, c'est notamment le scénario dit 2.6, eh bien, vous voyez que la mortalité due aux températures froides va diminuer légèrement, alors que la mortalité due aux températures chaudes va très peu augmenter au cours du temps, ce qui fait que globalement, on n'a pas d'augmentation nette de la mortalité, voire même potentiellement une certaine tendance à la diminution de la mortalité, ce qui est lié au fait que dans un certain nombre de pays d'Europe, et notamment d'Europe du Nord, l'augmentation d'environ 2 degrés qui surviendrait sous ce scénario va être globalement bénéfique du point de vue du bilan de mortalité lié à la température entre l'été et l'hiver. Donc ça nous dit que sous ce scénario d'un changement climatique entre guillemets contrôlé, on n'attendrait pas d'augmentation forte de la mortalité liée aux températures, alors qu'il pourrait y en avoir une qui est quantifiée ici si on a une poursuite des émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est une composante du problème sanitaire lié au changement climatique. Je voudrais évoquer un point qui peut sembler un petit peu anecdotique, qui est tout à fait logique, mais qui peut avoir aussi des répercussions sur la santé à différents niveaux, directement et indirectement. C'est le lien entre activité physique et température. Des collègues de l'Université de Columbia ont tiré profit du système de partage des bicyclettes new-yorkais, qui est similaire à celui qu'on peut avoir à Paris et dans d'autres villes européennes, pour quantifier les liens entre température et activité physique des utilisateurs de ce système. Et là, ce qui est montré précisément, c'est le nombre de kilomètres parcourus à bicyclette. Vous voyez que l'utilisation de ces vélos, que ce soit le nombre de trajets ou les kilomètres parcourus, a tendance à augmenter avec la température, jusqu'à une certaine valeur, pas très loin de 28-30 degrés, et qu'au-delà, l'usage de ce système va diminuer. Alors, si on reste dans la situation bien particulière et absolument pas extrapolable à la planète de la ville de New York, et qu'on combine cette relation dose-réponse en supposant qu'elle va rester valable au cours du temps avec les scénarios climatiques pour New York dans le futur. Ici, ce sont 2 scénarios, dont un qui est proche de celui que je viens d'évoquer, RCP 8.5, avec très peu d'actions pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, et un autre avec un petit peu moins d'émissions de gaz à effet de serre. On observe globalement en été une diminution de l'activité physique dans les 2 scénarios, mais aux 3 autres saisons, où les températures seraient un petit peu plus favorables à la pratique de la bicyclette, et en ignorant la problématique des précipitations qui va aussi bien sûr potentiellement avoir un impact, une augmentation des kilomètres parcourus. Alors, bien sûr, l'activité physique, c'est très important parce que c'est un déterminant de la santé, et ne plus pouvoir faire d'activité physique pendant une certaine saison, ça peut être vu, c'est à juste titre vu comme un problème de santé. Et puis, ceci pose question pour d'autres raisons qui sont liées aussi au fait qu'une bonne partie de l'activité économique dépend de notre capacité à
exercer une activité physique, peut-être peu de manière visible pour la grande majorité de la population française qui est plutôt dans le tertiaire, mais tout ce qui est dans le domaine du bâtiment, qui va être soumis à rude épreuve étant donné les enjeux de rénovation qui sont devant nous pour faire face aux problèmes d'isolation du logement, et puis l'agriculture sont dépendantes, dans une certaine mesure, de l'activité physique des humains et des espèces animales dans un certain nombre de pays du monde. Donc c'est la question de la production agricole qui est aussi posée par ces effets de la température sur l'activité physique. Les effets du changement climatique ne sont pas limités aux températures. Ils ne sont pas limités aux événements climatiques extrêmes que j'ai peu détaillés, sur lesquels je reviendrai brièvement tout à l'heure. Et ils concernent aussi les écosystèmes. Ils vont altérer ces écosystèmes de différentes façons. Je ne vais pas parler de la question des feux, mais qui est bien sûr essentielle. Feux qui, en plus d'être un danger et pour les espèces vivantes, dans une certaine mesure pour les humains, et une source d'émissions de particules fines qui sont particulièrement nocives pour la santé, vont donc pouvoir avoir un impact sur notre santé, mais que je ne vais pas détailler ici. Les impacts qui passent par nos écosystèmes concernent la production agricole aussi et les maladies infectieuses, et notamment les maladies vectorielles. Alors, c'est des domaines sur lesquels la question a été moins étudiée de manière moins complète que ce que je viens d'évoquer sur la température. Et donc, on a beaucoup plus d'incertitudes du point de vue des impacts à long terme du changement climatique sur la santé médiée par ces maladies infectieuses ou altérations de la production agricole. Pour ce qui est des maladies infectieuses, on sait que le climat est un déterminant de la fréquence de ces maladies infectieuses. De nombreux pathogènes sont sensibles au climat. Hippocrate le rappelait déjà il y a 2500 ans en conseillant aux médecins qui arrivaient dans une ville de s'intéresser à son climat et de l'étudier de façon attentive avant de s'intéresser à la population. Dans une étude très intéressante qui a été publiée en 2018, McIntyre et ses collègues nous indiquent que pour ce qui est des pathogènes, des maladies infectieuses qui ont le plus d'impact en Europe, une grande majorité d'entre eux sont sensibles au climat. C'est particulièrement le cas des maladies infectieuses dues à des vecteurs ou transmises par le sol, par l'eau ou l'alimentation, qui sont les plus sensibles, donc les plus susceptibles d'être influencées par le climat. Et bien sûr, c'est évident dans le cas des maladies vectorielles, donc notamment les maladies vectorielles transmises par les moustiques qui sont très sensibles au froid et dont le cycle de vie est sous une très forte influence des températures et de l'humidité. C'est par exemple le cas, pour sortir d'Europe, des anophèles qui sont le vecteur de la malaria. Les principaux déterminants climatiques de ces pathogènes infectieux sont, au-delà de la température et de l'humidité, les précipitations, bien sûr, qui sont liées à l'humidité, la vitesse du vent, et tous ces paramètres sont susceptibles d'être influencés par le changement climatique, ce qui pose donc la question complexe d'une influence du changement climatique sur la fréquence des maladies infectieuses, et en particulier des maladies vectorielles ou des maladies transmises dans l'eau, dans l'alimentation et dans le sol. La question est étudiée par les spécialistes de ces maladies avec différents modèles dans lesquels on essaye de prédire l'évolution du cycle de vie, de l'ère de vie, des vecteurs de maladies notamment, sous différents scénarios climatiques. C'est assez compliqué de faire la synthèse de ces modèles et c'est variable bien sûr d'une pathologie à l'autre. Dans le cas de la malaria, il y a un certain nombre de travaux de modélisation qui prédit une extension de la zone qui est adaptée à la transmission de la malaria et à la vie de l'anophèle, et donc du nombre de personnes à risque de la malaria. Ça ne veut pas dire que le nombre de personnes atteintes de la malaria augmenterait, bien sûr, puisqu'il y a des façons de lutter contre la malaria en rendant ces environnements moins adaptés
à l'anophèle, en limitant le nombre de points d'eau notamment, ou en utilisant des moustiquaires. D'autres travaux, eux, sont plutôt en faveur, non pas d'une augmentation du nombre de personnes à risque, mais d'un déplacement de la zone de vie et d'une augmentation de l'altitude dans lesquelles l'anophèle va pouvoir vivre. Pour d'autres maladies à vecteurs, on a des éléments qui sont plus en faveur d'une augmentation des surfaces propices au développement de la maladie. C'est le cas pour le vecteur de la dengue, en tout cas pour lequel on observe une tendance dans la période récente à l'augmentation des zones propices à ce vecteur. Et pour ce qui est des pathogènes transmis par l'eau, dans le cas du choléra, vous voyez ici, selon les zones, soit une absence de changement, et ça c'est pour l'hémisphère sud et la zone tropicale, soit une augmentation de la longueur des côtes pour lesquelles le bacille responsable du choléra est susceptible de se développer. Donc là encore, ça ne veut pas dire qu'on s'attend à une augmentation du nombre de cas de choléra, mais enfin, c'est une augmentation potentielle du nombre d'endroits où des épidémies de choléra pourraient se développer, en l'occurrence pour ce qui concerne l'hémisphère nord, au cours des dernières décennies, avec une tendance qui pourrait se poursuivre dans le contexte du changement climatique. Au-delà des maladies vectorielles, il y a aussi un certain nombre de maladies allergiques qui sont sensibles aux écosystèmes et notamment aux plantes. Ici, cette modélisation indique des évolutions possibles dans l'aire de vie de l'ambroisie, qui est responsable d'allergies et qui pourrait se répandre davantage dans certaines zones de l'Est et du nord de l'Europe et de l'Asie. Venons-en à la grande problématique de l'agriculture. Le dernier rapport du GIEC, qui vient d'être publié, c'est le draft final qui a été publié en fin d'année dernière, nous indique que le changement climatique est un stress pour l'agriculture, la pisciculture, l'aquaculture, la pêche, et limite la capacité de cette agriculture à pourvoir aux besoins humains, avec des études, avec des impacts attendus qui seraient une augmentation du nombre de zones qui ne sont pas adaptées à la production agricole, une exposition accrue des travailleurs agricoles notamment et aux animaux au stress thermique, et un impact négatif sur la sécurité alimentaire, avec à chaque fois les niveaux de confiance, le niveau de preuve dont le GIEC a sorti ses jugements. Et donc ici, en l'occurrence, on est avec un niveau de confiance fort. Il y a des modélisations globales de l'effet du changement climatique sur la production agricole. Cette production agricole, elle a tendance à augmenter au cours du temps, et l'estimation et la modélisation est que le changement climatique a limité cette accroissance par rapport à ce qu'elle aurait pu être au cours des dernières décennies. Donc la production agricole aurait augmenté moins fortement du fait du changement climatique. Cet impact est bien sûr variable d'un pays à l'autre, et les pays les plus touchés sont les pays qui sont déjà les plus chauds, et notamment les pays du Sud, qui sont bien souvent ceux qui ont le plus de mal à se nourrir et produire suffisamment pour nourrir leur population. Vous voyez un certain impact de l'ordre de 10 à 20% dans des pays d'Europe et d'Amérique du Nord, et un impact qui est plutôt de l'ordre de 20 à 40% de la diminution de ce que le niveau de production agricole aurait pu être dans les pays notamment d'Afrique et d'Amérique latine. Donc là, bien sûr, qui dit diminution de la capacité agricole, dans le contexte où la taille de la population continue de croître, veut dire potentiellement une problématique liée à des troubles alimentaires. Je vais m'arrêter ici pour le passage en revue des impacts probables et possibles du changement climatique sur la santé.
Je n'ai pas tout évoqué, j'ai notamment pas détaillé les effets du changement climatique sur l'augmentation du niveau des mers qui peuvent entraîner des déplacements de population qui peuvent être liés à des conflits, à des épidémies et donc des impacts sur notre société et sur notre santé tout à fait majeurs. Je n'ai pas évoqué tout ce qui se passe dans les océans avec une modification de la diversité des espèces océaniques, l'existence de certaines algues qui sont beaucoup plus fréquentes sur nos côtes, que ce soit dans les DROM ou sur les côtes de la métropole, qui peuvent émettre des gaz nocifs et dont la question des effets sur la santé animale et humaine est posée. Et je n'ai pas non plus évoqué des effets plus systémiques du changement climatique sur notre capacité à produire de l'énergie, à fournir un ensemble de systèmes qui sont essentiels au fonctionnement de notre société, ainsi que sur d'éventuels désastres et catastrophes industrielles qui peuvent, elles aussi, avoir des conséquences sociétales, économiques et sanitaires. Je voudrais passer au second grand volet de la question, qui est celui de la gestion des risques posés par le changement climatique. Donc les émissions de gaz à effet de serre induisent un changement dans le climat qui a des impacts sur notre environnement et sur nos sociétés. Les sociétés répondent éventuellement, et une partie de la réponse, c'est l'adaptation. L'exemple du mur anti-bruit au bord d'un axe routier, c'est un exemple d'adaptation. J'essaye de limiter l'impact du problème dont je souffre, en l'occurrence le bruit. Bien sûr, l'autre grand type de réponse possible, c'est la lutte, c'est la réduction du problème à la source, c'est-à-dire ici la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Alors, cette lutte, d'un point de vue rigoureux, en fait, dans la mesure où c'est les niveaux de gaz à effet de serre dans l'atmosphère qui posent problème, elle peut passer par une absorption des niveaux émis ou une diminution de ces niveaux émis. Pour la plupart des problèmes environnementaux qu'on a discutés jusque-là, la diminution des émissions ou des usages de la substance est la solution privilégiée. On a rarement d'exemples de situations où on réussit à continuer à émettre la substance et à l'absorber, même si dans des contextes industriels bien spécifiques, bien sûr, on peut utiliser certaines substances en milieu confiné sans qu'ils se répandent dans l'environnement ou de manière très limitée. Quand il s'agit de diminuer les niveaux, les grandes options choisies par la société en général sont, de façon non exclusive, de fixer des limites aux émissions, donc fixer des valeurs maximum ou interdire complètement la substance, ou de s'appuyer sur des solutions plutôt liées au marché et à la finance, en fixant des taxes, des crédits d'impôt pour réglementer l'usage. Dans la plupart des problèmes qu'on a évoqués jusque-là, c'est la première famille d'options qui a été choisie, même si on a des exemples de polluants complexes pour lesquels on a recours aux deux types de solutions. Dans le cas du tabac, on a à la fois une interdiction du tabac de vente de tabac aux mineurs et des taxes importantes sur le tabac vendu aux adultes. Dans le cas du changement climatique, la voie qui est actuellement prise et qui est tout à fait susceptible d'évoluer et qui fait l'objet de nombreux débats à l'échelle de la planète, sont à la fois de fixer des limites d'émissions, mais qui pour le moment sont plutôt très sectorielles et qui ne fournissent pas une vision globale d'une limite au niveau que ce soit
il y a des limites qui sont fixées au niveau des pays et qui ont une certaine déclinaison sectorielle, et simultanément des solutions liées au marché avec notamment des taxes et des droits d'émission accordés aux entreprises et qui font l'objet d'un marché. Je ne vais pas rentrer dans le détail des débats sur les outils les plus efficaces pour réglementer ces émissions, et je voudrais d'abord ici m'attaquer à la question de l'adaptation. Alors ici, ce sont les niveaux d'émissions par habitant dans différents pays de la planète, avec la taille du cercle qui est plus importante quand les émissions sont plus importantes. Vous voyez que les principaux émetteurs, de façon qui ne vous surprendra pas, sont d'abord les pays exportateurs et producteurs d'énergie fossile et notamment de pétrole, l'Arabie saoudite, et de charbon. Arabie saoudite, Australie, États-Unis, Canada, Russie. C'est aussi beaucoup les pays d'Europe et la Chine, et dans une nettement moindre mesure des pays d'Afrique et certains pays d'Amérique latine. Si on réfléchit en termes d'impact, et ici je remets ce que j'indiquais tout à l'heure concernant les impacts sur l'agriculture, vous voyez qu'il y a un certain contraste avec les pays dans lesquels l'impact attendu est le plus important, qui ne sont généralement pas les pays où les émissions sont les plus importantes. Alors, cette question a été étudiée un petit peu plus rigoureusement que par cette comparaison visuelle que je fais ici dans ce travail, qui identifie en rouge les pays qui sont plutôt très émetteurs de gaz à effet de serre et qui ne font pas partie de ceux qui vont le plus souffrir des impacts du changement climatique. Et vous voyez que 20 des 36 pays les plus émetteurs de gaz à effet de serre font partie de ceux qui sont les moins susceptibles de souffrir des impacts futurs du changement climatique. Vous avez en vert plutôt les pays, et donc ça c'est plutôt ce qu'on pourrait appeler dans la terminologie économique, l'anglicisme c'est free rider, enfin les resquilleurs ou les gens qui continuent à polluer sans trop en souffrir. En vert, c'est plutôt ceux qui souffrent beaucoup sans être responsables d'une part importante des émissions. Donc, ce sont ceux qui sont embarqués de force sans vraiment contribuer fortement au problème. Et en jaune, c'est la situation la plus équitable, entre guillemets, de ceux qui, à la fois, de ceux dont le niveau d'atteinte et de risque lié au changement climatique est proportionné par rapport aux autres pays à leurs émissions. Et donc, vous voyez ici une quantification de ce que j'évoquais à l'instant, à savoir que beaucoup de pays du Nord, beaucoup de pays d'Europe et d'Amérique sont plutôt des gros émetteurs qui, pour le moment et à court terme, souffrent beaucoup moins que les autres pays du changement climatique, alors que dans certaines zones d'Afrique notamment, on a des pays qui vont souffrir du problème tout en y ayant très peu contribué. Cette problématique est essentielle dans la réflexion sur la gestion à moyen terme du risque lié au changement climatique, comme l'est un autre élément que j'avais évoqué en introduction, à savoir la forte inertie du système. Ici, le GIEC nous rappelle la réponse du système atmosphérique en termes de variation des températures après une impulsion d'émissions. Vous voyez qu'il y a une certaine influence avec une augmentation des températures à 10 ans, mais que sur l'échelle du temps, même après 100 ans, cette émission a un impact qui est du même ordre de grandeur, enfin un tiers plus faible, mais du même ordre de grandeur, du coup, que l'impact qu'on a à 10 ans. Donc, cette double question des inégalités entre pays, des émissions et de la sensibilité au changement climatique et de l'échelle de temps importante par rapport à l'échelle du temps dit politique, fait partie de la complexité ou contribue à la complexité de cette gestion du problème. Pour cette raison aussi, il est clair qu'on ne peut pas tout attendre d'une diminution des gaz à effet de serre. En tout cas, il ne faut pas
différer d'autres actions qui nous permettraient de limiter les impacts avant qu'on réussisse à limiter les variations du climat. C'est toute la question de l'adaptation à ce changement climatique. Alors nos sociétés, notre civilisation, en grande partie, s'est construite en nous protégeant du climat. Dès l'ère préhistorique, on a cherché à s'abriter de la pluie, du froid, des intempéries. Et la construction et l'évolution de l'architecture des villes représentent cet effort pour limiter ces impacts du climat. Est-ce que ça veut dire qu'on va réussir ou est-ce qu'on peut s'adapter aux températures extrêmes? La question, en fait, peut être documentée à l'échelle de quelques villes pour lesquelles on a un recul suffisant sur la température et la mortalité. Et c'est le cas notamment de la ville de New York, où vous voyez, on a des données sur la mortalité au cours du XXe siècle, depuis les années 1900 jusqu'à aujourd'hui. Et donc, on a pu tracer cette relation entre température chaude, ici c'est simplement la partie droite de la courbe en U que je vous présentais depuis tout à l'heure, et mortalité. Donc l'axe des ordonnées, c'est le risque relatif de mortalité en prenant le risque de mortalité à 22 degrés qui correspond au minimum comme référence. Vous voyez que ici, en violet, c'est la situation des années 1900, période à laquelle, pour une température donnée qui est de l'ordre de 31 degrés, l'augmentation du risque de mortalité qui correspondait à une multiplication par 2,5 est beaucoup plus importante que ce qu'on observe dans les années 2000, c'est la courbe rouge, puisqu'on est passé à une augmentation, un coefficient de l'ordre de 1,2 peut-être. Donc là où on avait une augmentation de 150%, on n'a plus, un siècle plus tard, qu'une augmentation de 20% de la mortalité à température donnée. Ça, c'est le signe, c'est la quantification du niveau d'adaptation de cette société new-yorkaise aux températures chaudes, dont les New-Yorkais souffrent, en tout cas en termes de mortalité, beaucoup moins aujourd'hui qu'il y a 100 ans. Ça ne s'explique pas, bien sûr, par des modifications génétiques du New-Yorkais moyen, mais par une évolution profonde du mode de vie et notamment de l'habitat, des transports avec des voitures individuelles climatisées, un réseau de métro aussi en profondeur et donc où il fait un petit peu moins chaud, même s'il peut y faire chaud qu'en surface, et une climatisation individuelle qui est généralisée aujourd'hui dans des villes comme New York. Or, au cours des dernières décennies, cette climatisation individuelle, elle a des impacts, et elle a eu des impacts importants en termes d'émissions de gaz à effet de serre, puisque la production d'électricité aux États-Unis, dans cette période, s'appuyait notamment sur des systèmes émetteurs de gaz à effet de serre. Et donc vous avez ici à la fois, en parallèle, l'augmentation de la fréquence des domiciles avec de la climatisation individuelle dans la période récente, l'augmentation des émissions de CO2 correspondantes liées à la climatisation et une estimation de la fraction de mortalité évitée grâce à cette climatisation. Donc vous voyez qu'à la fois, ça contribue à limiter la mortalité à la saison chaude, mais ça contribue aussi aux émissions de CO2, c'est-à-dire aux problèmes et à l'augmentation des températures. Par ailleurs, on peut rappeler que dans la période un petit peu ancienne, c'est moins le cas des climatiseurs d'aujourd'hui, mais ces climatiseurs étaient aussi fortement émetteurs de CFC, qui sont des gaz qui attaquent la couche d'ozone. Donc, le mode d'adaptation, ou en tout cas une partie du mode d'adaptation de la société new-yorkaise au changement climatique et aux températures élevées, n'est pas transposable à l'échelle de la planète, puisqu'il contribue à augmenter les gaz à effet de serre et potentiellement le problème qui est combattu. Ça ne veut pas dire qu'à très court terme, ce n'est pas une solution sur laquelle qu'on ne peut pas comprendre, mais en tout cas, elle n'est pas extrapolable et applicable à l'échelle
de la planète. On a moins de données dans d'autres pays, et notamment dans le nôtre, concernant l'adaptation aux températures élevées. Dans le travail que j'ai évoqué tout à l'heure, qui va être publié très prochainement, on a séparé et on a étudié séparément la relation entre température et mortalité à différentes périodes. En bleu, c'est la période la plus ancienne pour laquelle on dispose de données. Vous voyez 1968-84. Et en vert et orange, les deux périodes les plus récentes. Vous voyez que l'impact des températures élevées semble avoir diminué entre les années 70-80 et la période postérieure à 85. Le risque relatif associé à une température de l'ordre de 25 degrés, c'était 1,6 et c'est passé à environ 1,3. Donc c'est une diminution qui semble assez nette de l'impact des températures élevées. Et il est possible aussi que l'impact des températures froides, même si on a moins de précision dans cette gamme, ait eu tendance à diminuer au cours du temps. Donc ça, c'est en faveur d'une certaine tendance à l'adaptation de la société en France métropolitaine au cours des dernières décennies, au moins dans la période, entre la période des années 70 à 2000. Vous voyez que pour la période la plus récente, ce n'est pas évident qu'il y ait une poursuite de cette adaptation et de la diminution de la mortalité pour une température élevée donnée ou pour une température froide donnée. Toujours est-il qu'il y a une certaine adaptation qui est possible dans certains pays avec un certain coût économique et potentiellement aussi en termes d'augmentation des gaz à effet de serre. La problématique de l'adaptation, on peut aussi l'étudier face à cette question que je n'ai pas détaillée jusque-là des événements climatiques extrêmes. Ici, ce sont des données à l'échelle de l'Inde, avec, comme vous le voyez, au cours du temps, une augmentation nette de la fréquence de ces événements climatiques extrêmes sur le sous-continent indien. En vert, en revanche, ce qu'on observe, ce n'est pas une absence de tendance nette concernant la mortalité due à ces événements climatiques extrêmes. Ça nous indique que, dans une certaine mesure, il y a une certaine adaptation de la société indienne à ces événements climatiques extrêmes, dont on réussit à ce qu'ils soient moins mortels au cours du temps. Ça ne dit pas qu'il n'y a pas d'impact du changement climatique sur la mortalité due aux événements climatiques extrêmes, parce que pour faire cette estimation, il faudrait avoir une idée de la mortalité qu'on aurait observée en lien avec les événements climatiques extrêmes s'il n'y avait pas eu de changement climatique. Et rien ne nous dit qu'on n'aurait pas eu une diminution de la mortalité attribuable aux événements climatiques extrêmes dans la même période. En tout cas, dans une certaine mesure, les sociétés sont capables de faire face à une fraction de ces événements climatiques extrêmes dont la fréquence a tendance à augmenter du fait du changement climatique. Il faut rappeler que l'impact de ces événements climatiques extrêmes est assez colossal. Pour 2019, on en a dénombré 396, avec plus de 11 700 décès identifiés et 95 millions de personnes touchées pour un coût estimé à 130 milliards de dollars. Bien, alors, pour essayer de résumer la situation face à cette question de l'adaptation au changement climatique, ce qu'on observe, c'est qu'une certaine adaptation en termes d'impact sur la mortalité à certaines des composantes essentielles du changement climatique est observée dans certaines régions du monde, en particulier en lien avec les températures extrêmes ou les événements climatiques extrêmes en général. Cette adaptation, elle coûte cher en termes d'infrastructures, de systèmes de réponse. L'aptitude à s'adapter n'est pas distribuée de façon homogène au sein de chaque pays et entre les pays, bien sûr, et dépend de la richesse et de choix qui sont faits dans chacun de ces pays. Certaines des solutions utilisées pour s'adapter aux températures élevées ou aux événements climatiques extrêmes ont pu aussi contribuer à une augmentation des émissions de gaz à effet de serre, de certains polluants, et peut-être aussi à une augmentation des inégalités sociales dans ces expositions environnementales. Et
une étude qui compare différents scénarios indique que, par rapport à l'optique d'une simple adaptation au changement climatique, limiter les émissions de gaz à effet de serre constitue une option qui, d'un simple point de vue économique, est plus bénéfique pour la planète. Donc, ça nous amène à la dernière question que je souhaitais traiter, qui est celle de la limitation des gaz à effet de serre. La limitation de ces émissions de gaz à effet de serre, elle concerne un grand nombre de secteurs qui sont rappelés ici. Ça, ce sont les émissions à l'échelle européenne, avec une partie des émissions de l'ordre de 10% qui vient de l'agriculture, de l'ordre d'un quart qui vient du transport, 14% qui est lié au résidentiel, au commerce, 12% lié à la construction et aux industries et à l'industrie en général, sauf les énergies, sauf les industries en charge de la production d'énergie qui émettent de l'ordre d'un quart des gaz à effet de serre. Pour la France, vous avez cette estimation faite par le Shift Project de notre bilan carbone individuel, qui est d'une émission de 12 tonnes de carbone par an et par personne vivant en France, avec la répartition que vous voyez ici et dont je vous laisse prendre connaissance, avec notamment la voiture, la consommation d'énergie et de services, parmi les principaux contributeurs, les achats et Internet et les technologies contribuant pour environ 10% de ces émissions. Alors là, c'est une autre répartition des émissions de gaz à effet de serre qui n'est pas spécifique à l'Europe et qui correspond au niveau sur l'ensemble de la planète. Parmi les principaux secteurs émetteurs de gaz à effet de serre figurent l'agriculture, la production d'énergie et les transports. En fait, quand on fait le lien entre ces secteurs et la santé, on se rend compte qu'il existe un lien important. Ici, je rappelle les estimations du fardeau global de maladies avec le nombre d'années de vie en bonne santé perdues en fonction d'un certain nombre de facteurs de risque, ceux pour lesquels on dispose de données à l'échelle de la planète. Vous voyez que en fait, d'une façon directe ou indirecte, un certain nombre de ces facteurs vont être liés à l'activité physique, qui elle-même est liée au mode de transport qu'on peut utiliser. C'est le cas de la pression artérielle, de la glycémie à jeun, de l'activité physique. Ils peuvent être liés aussi à notre régime alimentaire et donc au système agricole. C'est le cas de la malnutrition, aussi des problèmes d'hypertension, de glycémie. Ici, c'est les risques alimentaires globalement, le taux de cholestérol, la consommation d'alcool. Et ils peuvent être liés aussi à la production d'énergie, et notamment pour ce qui est de la pollution atmosphérique qui peut être une cause d'hypertension dans certaines populations, ou bien sûr, là, ici, c'est les températures non optimales, soit très chaudes, soit très élevées, qui sont liées à tous les secteurs d'activité qui contribuent aux émissions de gaz à effet de serre. Donc, il y a un lien, en tout cas qu'on fait qualitativement, entre les principaux facteurs de risque qui pèsent sur notre santé à l'échelle de la planète et les grands secteurs émettant des gaz à effet de serre sur lesquels il va falloir agir si on suit les promesses faites durant l'accord de Paris qui, pour limiter la température, l'augmentation de température par rapport à l'ère pré-industrielle à 2 degrés ou moins de 2 degrés, implique de se rapprocher d'une société neutre en carbone d'ici le milieu du XXIe siècle. Donc, ça veut dire passer de cette tendance à la croissance qu'on observe quasiment sans discontinuité, à part l'année bien spécifique de 2020, à une tendance très forte à la diminution sur les 30 prochaines années. Si on décline ça secteur par secteur,
cela implique de limiter les émissions de gaz à effet de serre, notamment dans le secteur agricole, et donc d'avoir recours à une alimentation qui va être plus efficace et moins émettrice de gaz à effet de serre. Ça veut dire aller vers les aliments qui sont plutôt dans la partie droite du graphique et en haut, puisque sur l'axe des X, on a le nombre de grammes de protéines par kilo de CO2 utilisé pour le produire. Et vous voyez que là-dessus, la viande, notamment de bœuf, est particulièrement défavorable, mais aussi la viande de porc ou les produits laitiers. Et avec une efficacité du point de vue de la consommation et des émissions de gaz à effet de serre beaucoup plus importante pour des céréales et puis certains légumes et notamment le soja, les légumineuses. Ici sur l'axe des Y, c'est la quantité de protéines par énergie disponible dans l'alimentation. Donc c'est la richesse en protéines de l'aliment considéré. Donc, limiter les émissions de gaz à effet de serre dans le domaine agricole, ça passe par un décalage de notre régime alimentaire vers les aliments qui sont plutôt ici en haut à droite. Il se trouve que, en fait, ça nous rapprocherait d'un régime alimentaire considéré comme plus équilibré et bénéfique pour la santé. Et dans cette publication récente, l'équipe de Paolo Vineis a mis en parallèle le bénéfice sanitaire du point de vue d'un impact sur la mortalité à un passage vers un régime alimentaire considéré comme équilibré. Et vous voyez que le régime alimentaire le plus bénéfique pour la santé, comme indiqué par les barres élevées à droite, est aussi celui qui est le plus vertueux du point de vue des émissions de gaz à effet de serre, c'est la courbe rouge, et de l'occupation des sols nécessaires à la production de l'alimentation pour une population d'une taille donnée. Donc, d'une certaine façon, c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire que les régimes alimentaires qui sont les plus vertueux du point de vue des émissions de gaz à effet de serre sont aussi ceux qui sont les plus bénéfiques pour notre santé. Si on passe au secteur de l'énergie et des transports, on a ici un ordre de grandeur des émissions de gaz à effet de serre pour différentes modalités de production de l'énergie. Et vous voyez que les modes de production d'énergie qui sont les plus émetteurs de gaz à effet de serre pour une quantité d'énergie produite donnée sont typiquement bien connus, et en l'occurrence, c'est la production d'énergie à partir de charbon ou à partir de pétrole et aussi à partir de gaz naturel. Il se trouve que toutes ces sources de production d'énergie sont plutôt celles qui vont aussi émettre des polluants atmosphériques nocifs pour la santé, tels que des particules fines. Donc, en diminuant le recours à ces sources d'énergie, on va aussi diminuer les émissions de polluants nocifs pour la santé, diminuer les concentrations de particules fines et autres polluants atmosphériques, et là aussi avoir un bénéfice potentiel pour la santé. Dans le domaine du transport, les modes de transport les plus émetteurs en gaz à effet de serre par kilomètre parcouru, qui sont en gros notamment la voiture individuelle et l'avion, et puis aussi d'ailleurs les motocyclettes, enfin les deux roues à moteur thermique, sont aussi ceux qui sont associés à une activité physique moindre et qui donc ont le bénéfice sanitaire le moins important en comparaison à d'autres modes de transport qui impliquent une participation active et un effort physique plus important, que ce soit le train pour le transport à moyenne ou longue distance ou la bicyclette, même la bicyclette à assistance électrique et la marche. Ce sont aussi ces moyens de transport les plus émetteurs de gaz à effet de serre, ceux qui sont le plus associés à des émissions de bruit et l'occupation de l'espace en milieu urbain la plus importante.
Ce qui veut dire que là encore, en s'éloignant et en diminuant nos émissions de gaz à effet de serre dans ce secteur des transports, a priori, on peut s'attendre à des co-bénéfices sanitaires via une augmentation de l'activité physique, via une diminution de l'exposition au bruit. Donc vous voyez que, en fait, on a des co-bénéfices potentiels majeurs dans cette réflexion de la sortie et de la diminution de nos gaz à effet de serre. J'ai déjà indiqué cette chaîne causale qui lie les émissions de gaz à effet de serre à la température et la santé. En fait, elle commence en amont avec la combustion d'énergie fossile. Cette combustion d'énergie fossile est aussi responsable, comme je viens d'indiquer, de polluants atmosphériques qui ont un impact sanitaire majeur. Une analyse a été faite globalement à l'échelle de la Californie qui étudie différentes sorties ou différents scénarios de diminution des gaz à effet de serre, scénarios de décarbonisation qui sont ici indiqués par les lettres DD. Il y en a un qui s'appuie essentiellement sur des énergies renouvelables mais combustibles qui émettent du coup potentiellement des particules fines dans l'atmosphère notamment. Un autre, DD1, qui s'appuie surtout sur l'électrification et des énergies renouvelables plus propres. Vous voyez que dans les deux cas, ces deux scénarios sont associés à une diminution globale des émissions de particules fines, dont je viens de rappeler l'impact sur la santé, diminution qui est plus importante pour un des deux scénarios. Donc ça illustre qu'on a plusieurs options pour sortir de cette consommation élevée et d'émissions élevées de gaz à effet de serre qui ont un impact sur notre santé, et qu'on a des moyens pour quantifier parmi les différentes options celles qui sont les plus bénéfiques à la santé, notamment du point de vue ici des émissions de particules fines. Et l'étude nous indique que le scénario qui s'appuie sur les énergies renouvelables, qui coûte un petit peu plus cher en termes de développement d'infrastructures, reste quand même bénéfique globalement par rapport à l'autre, quand on prend en compte une externalité essentielle qui est l'amélioration de la santé liée à ce scénario de décarbonation. Pour illustrer spécifiquement la problématique des transports, ici cette simulation à l'échelle du Royaume-Uni nous donne le bénéfice sanitaire lié à différents scénarios d'évolution du transport en s'éloignant de la situation actuelle avec un recours important aux voitures individuelles avec moteur thermique. Et vous voyez que ces scénarios induisent un bénéfice sanitaire qui passe de façon en fait assez minoritaire par une diminution de la mortalité liée à l'amélioration de la qualité de l'air. C'est réel, mais le bénéfice sanitaire principal, c'est notamment la diminution de l'accidentologie routière et surtout, de façon majoritaire, l'augmentation de l'activité physique liée à l'abandon de la voiture individuelle. Donc là encore, dans le secteur des transports, les scénarios qui sont les plus vertueux du point de vue de la diminution des gaz à effet de serre ont des co-bénéfices importants sur la santé, du fait de la limitation des émissions de polluants et du fait de l'accroissement de l'activité physique notamment. On pourrait développer bien sûr la même problématique dans le domaine du résidentiel et de l'énergie, je viens de le faire. Donc, on a ici une illustration des choix qui sont ceux que nos sociétés sont en train de faire, vont devoir faire pour sortir de la situation actuelle dans laquelle on émet beaucoup trop de gaz à effet de serre pour notre climat. Il va falloir faire des choix relativement rapides avec cette évolution sur quelques décennies qu'impose ou qu'appelle l'accord de Paris, et des choix dans des secteurs d'activité absolument essentiels pour la société. Ce n'est pas simple et ce n'est pas un sujet sur lequel je vais m'étendre, et une question qui relève plutôt de la démocratie sanitaire et environnementale et de la politique en général. Je voudrais simplement faire remarquer que beaucoup d'activités très émettrices de gaz à effet de serre sont, d'une façon tout à fait logique, récentes et ont donc été adoptées, elles aussi, dans des délais relativement brefs.
Ça ne veut pas dire qu'il va être facile d'en sortir et de les modifier tout aussi rapidement. Cette adoption d'activités très consommatrices et très émettrices de gaz à effet de serre, c'est d'ailleurs pas faite toujours via des processus profondément démocratiques. Par exemple, dans le cas de la déconstruction du réseau de tramways et de trains, qui était assez développé au début du XXe siècle, afin de promouvoir la voiture à moteur thermique individuel, voiture qui a suscité au début du XXe siècle de nombreuses réactions dans notre société avant d'être adoptée, entre guillemets. Cette adoption s'est faite et est passée par le démantèlement de réseaux de transport par les grosses entreprises automobiles, par des actions de marketing agressives pour promouvoir ce modèle de la voiture individuelle devenu un symbole et un acquis de notre société contemporaine. Il en est probablement allé de même pour d'autres comportements très émetteurs de gaz à effet de serre, comme sont la consommation de certains aliments riches en protéines animales, riches en graisses saturées ou en sucre rapide. On peut simplement espérer que des approches plus démocratiques et des options qui prendraient davantage en compte la santé et les inégalités sociales soient privilégiées dans la définition de nos trajectoires de sortie des activités consommatrices d'énergie fossile, contrairement à ce qui a pu se passer pour certaines d'entre elles lors de leur adoption. Voilà, le changement climatique, en bouleversant notre environnement, a et va avoir des effets sur les sociétés et sur la santé humaine. Les réactions de nos sociétés, qu'elles soient planifiées ou non, peuvent aussi influencer notre santé, qu'il s'agisse des réactions d'adaptation et de décarbonisation des effets des activités de la société. Ce changement climatique est donc à la fois une menace pour notre santé, mais aussi potentiellement, via notamment les actions d'adaptation et de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, une opportunité pour améliorer cette santé. L'adaptation qui est nécessaire sur le court et le moyen terme et qui est possible dans certains domaines ne constitue pas une solution viable sur le long terme et pose elle-même de nombreux enjeux liés à l'équité, au coût et à la viabilité à long terme de ces solutions. Dans la plupart des grands secteurs émetteurs de gaz à effet de serre, la décarbonisation peut constituer une opportunité pour améliorer la santé avec des co-bénéfices sanitaires très importants en s'éloignant de la production d'énergie par la combustion des énergies fossiles, ou s'éloigner du modèle de la voiture à une personne à moteur thermique. Il reste à faire des efforts de recherche considérables pour définir les trajectoires vers une société neutre en carbone qui permettent les plus grands bénéfices, à la fois du point de vue bien sûr de ces émissions de gaz à effet de serre qui doivent diminuer, et de l'amélioration de la santé et de la réduction des inégalités sociales, territoriales, intra- et inter-pays. La santé a été, dans une grande mesure, ignorée quand on a adopté les énergies fossiles, et ce ne serait pas sage de l'ignorer aussi quand on entre dans le processus visant à éliminer ces énergies fossiles. Ce changement climatique, au-delà du défi sanitaire et politique qu'il constitue, est aussi un défi absolument colossal pour la science. Voilà, ceci clôt les cours que je vous ai proposés sur les relations entre l'environnement et la santé dans l'Anthropocène. C'était un grand honneur et un plaisir pour moi de discuter de ces enjeux de santé environnementale durant l'Anthropocène avec vous, ici au Collège de France. On n'a certainement pas couvert tous les contaminants environnementaux, tous les mécanismes biologiques sous-jacents, les effets cliniques induits, ni la diversité des enjeux de gestion du risque liés à ces problèmes environnementaux. J'espère toutefois avoir
illustrer la palette, la complémentarité des disciplines de la recherche en santé environnementale, de la toxicologie à l'épidémiologie, la sociologie, l'histoire, aux sciences de l'environnement et des données, la cohérence des connaissances à différentes échelles, de la molécule à la population, pour certains polluants, pas tous, loin de là, qui nous permettent de construire des théories rigoureuses sur les liens entre les expositions, les facteurs socio-territoriaux, les paramètres biologiques et la santé, et de fournir des éléments à la société pour comprendre et, si elle le souhaite, gérer ces problèmes et prévenir la survenue de pathologies. Ces sciences de la santé environnementale sont parfois ardues, mais elles sont nécessaires pour comprendre le monde tel que nous l'avons transformé dans toute sa complexité actuelle, et si possible, parfois nous guider dans nos choix pour permettre au plus grand nombre de s'accomplir et profiter de cet environnement souvent plein de merveilles. Merci beaucoup.